Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité, c'est Richard Ponchiot, le directeur général de Lilek. Bonjour. Bonjour. Lilek qui regroupe une centaine d'entreprises qui fabriquent des produits de marque, qui représentent 75% en moyenne du panier des consommateurs français. Vous m'avez dit que vous avez un peu exagéré de me présenter comme l'homme responsable de l'inflation. Je confirme, oui. Bon, en tout cas, les prix ont augmenté de 15,9% en un an. 75% du panier, c'est vous. Vous êtes un petit peu responsable quand même, non ? Et on n'est pas responsable de l'inflation, on est des industriels, en tout cas je représente des industriels qui ont à gérer un compte d'exploitation et des coûts. Il se trouve que les coûts ont tous explosé depuis 2 ans, mais tous, les matières premières agricoles, l'énergie, le transport, systématiquement, et dans une proportion qu'on n'a jamais connue. Donc forcément, il y a une répercussion. Ce que je peux vous dire, c'est que les surcoûts que les industriels ont encaissés depuis 2 ans, ils en ont répercuté, ils ont pu en répercuter entre 40 et 70% dans les prix auxquels ils vendent à la distribution. 40 à 70% des surcoûts, c'est tout. Ouais. Après, le prix de vente consommateur, je suis désolé de le dire, mais c'est la responsabilité des distributeurs. Et il n'y a pas toujours une relation directe entre le prix auquel nous, on vend aux distributeurs, et le prix consommateur. Eux, ils nous disent le contraire. Ils nous disent qu'on augmente les prix parce que les industriels ont augmenté les prix qu'on met en rayon. Alors, en partie, c'est clair. Mais si, par exemple, moi, industriel, j'arrive à obtenir une revalorisation de mon prix de 10%, je peux retrouver une augmentation de mon prix consommateur de 15% ou de 20%. Ou 18%. Et aujourd'hui, tout ce que disent les industriels, c'est qu'il y a effectivement des augmentations de prix consommateurs supérieures au prix auquel eux, les industriels, vendent aux distributeurs. Ce qui peut aussi s'expliquer. Ouais. Ce qui peut s'expliquer parce que vous dites, les responsables, ce sont aussi la grande distribution. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous partie prenante dans cet écosystème et qu'à un moment, le jeu de la distribution, c'est de décider des niveaux de marge qu'ils pratiquent sur tel ou tel produit. Aujourd'hui, il y a une énorme pression sur les marques de distributeurs. Je suis sûr qu'ils ont fait des efforts considérables de réduction de leur marge sur les marques de distributeurs. Peut-être que c'est en partie compensé par plus de marge sur les marques nationales. Mais c'est leur métier et c'est ce qu'on appelle la péréquation. Alors, il y a la question des prix, mais il y a aussi la question des négociations. Parce que l'année dernière, tout le monde s'est retrouvé à plusieurs reprises autour de la table quand il y a eu des hausses. Et puis là, on a l'impression qu'on vous demandait de revenir autour de la table. Et jusqu'à présent, jusqu'à hier, vous ne vouliez pas revenir. Pourquoi est-ce que c'était si compliqué de venir renégocier, de dire, bon, remettons les choses à plat, les prix sont en train de baisser, comment on réajuste pour le consommateur ? On s'est remis autour de la table l'année dernière, pas parce que les prix augmentaient. On s'est remis autour de la table parce qu'il y avait la guerre en Ukraine. C'est très important. Aujourd'hui, on accepte de se remettre autour de la table, mais comme on le fait naturellement. Ce que je veux dire par là, c'est que les accords que vous signez pour une année, ils sont signés au plus tard, normalement, le 1er mars. La plupart du temps, votre nouveau tarif, vos nouvelles conditions s'appliquent réellement au mois d'avril. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les contrats prévoient de se revoir sur la base de clauses, de révision, de revoyage, au mois de juin. Et donc, assez naturellement, la plupart du temps, les industriels se revoient avec les distributeurs au mois de juin pour faire l'état des lieux de l'état de ces clauses et de ce qu'il faut éventuellement aménager. Ouais, ce que vous nous dites, c'est que vous alliez vous revoir de toute façon. Donc finalement, hier, c'était juste un coup de com' de votre part. C'était pas vraiment une main tendue vers les distributeurs. C'est pas un coup de com' ni une main tendue. On a tous, en fait, un même sujet qui est les questions de pouvoir d'achat, les questions d'inflation, etc. C'est assez normal que les politiques, les distributeurs et les industriels se préoccupent de ces questions-là. Je pense que la grande crainte des distributeurs et des politiques, c'était que les grands industriels se disent il n'y a pas de loi qui m'oblige à renégocier formellement, il n'y a pas de loi qui m'oblige à venir discuter avec vous, donc je ne fais rien. Le point qui est important hier, c'est qu'on rassure tout le monde en disant de toute façon, on allait le faire. C'est pour ça que j'ai pas de difficulté à m'engager à faire ça, même au nom d'adhérents, alors que ce sont des entreprises indépendantes que je représente juste, mais je ne suis pas moi patron de boîte. Mais pourquoi j'ai pas de difficulté à le faire ? Parce que de toute façon, naturellement, quand un distributeur vous dit il faut discuter avec moi, vous venez, et de toute façon, avec ces histoires de clauses, au mois de juin, assez naturellement, tout le monde se revoit. Ouais, alors c'est compliqué de se faire une véritable opinion sur où sont les marges, qui a profité quelque part un peu de ce climat inflationniste. On a fait hier, dans la matinale d'hier, une petite étude sur les marges des grandes marques, aussi bien l'alimentaire que du non-alimentaire. C'était Nathan Cocampo qui nous expliquait ça, on va le réécouter. Les géants de l'agroalimentaire ont maintenu leur pricing power avec un léger grignotage de leur marge, mais rien de conséquent. 2-3 exemples. Chez Nestlé, la marge opérationnelle courante récurrente est de 17,1% en légère baisse de 0,3% en un an, mais avec une forte hausse des prix, près de 10% en moyenne pour le groupe au premier trimestre. Chez Unilever, qui possède plus de 400 marques comme Amora, Carte d'Or ou Cif, la marge baisse d'un peu plus de 2% pour atteindre 16,1%.
là aussi avec des hausses de prix autour de 10% en moyenne. Du côté du géant Coca-Cola et ses 500 marques différentes, sa marge d'exploitation a elle aussi légèrement reculé à 30,7% contre 32,5% l'année dernière, mais son chiffre d'affaires net est en hausse de 5% au premier trimestre, porté notamment là encore par des hausses de prix de 11%, mais Coca-Cola se paye aussi le luxe de voir ses volumes augmenter de 3% sur le trimestre écoulé. Enfin, un mot de Danone, sa marge opérationnelle courante est de 12,2%, mais attention, les industriels du lait ne sont pas concernés par la demande de renégociation formulée par Bercy pour ne pas faire pression sur les agriculteurs. On le voyait à l'instant avec Nathan Cocampo, des marges à 2 chiffres chez les industriels. Quand on regarde celles des distributeurs, on est sur des marges beaucoup plus réduites qui se sont tassées. On a quand même l'impression que certains font plus d'efforts que d'autres. Alors c'est intéressant parce que franchement, quand on me parle de marge, moi j'ai l'habitude de dire que c'est comme si vous me parliez d'une équation où vous regardez seulement le numérateur et pas le dénominateur. En fait, on est en train de comparer des business models dont on vous apprend au collège que c'est pas les mêmes. La distribution, c'est un business de masse, d'énormes volumes. C'est des gens qui font des dizaines de millions de transactions tous les jours, qui pèsent entre 20 et 40 milliards et qui font donc très très gros volumes avec des marges faibles. Ça a toujours été comme ça, c'est le business model. L'industrie, c'est des marges plus importantes parce que c'est des chiffres d'affaires qui sont beaucoup plus faibles et des rotations qui sont beaucoup plus faibles. Quand vous regardez le vrai indicateur, qui est la marge en fait sur le coût du capital, ce qu'on appelle le coût du capital employé, etc., ouais. Vous avez aujourd'hui des ratios de l'industrie qui sont en baisse constante et vous avez des ratios de l'industrie qui sont inférieurs à certains distributeurs. Et la deuxième chose, c'est que quand on parle de marge, la plupart du temps, on parle de marge au niveau des groupes, au niveau mondial. Et moi, ce que j'entends depuis 3 ans, et j'accompagne en fait des industriels, des patrons industriels partout dans les rendez-vous, c'est qu'on dit en fait la France est la plus faible rentabilité d'Europe, ou une des 3 plus faibles rentabilités d'Europe. Quand on me dit par exemple, moi, le groupe poste 16% de résultats, ça peut être de la marge, ça peut être de l'EBITDA, moi en France, je fais 3%. Donc le problème qu'on a, nous, c'est un problème de rentabilité justement très faible des filiales françaises de ces groupes internationaux dont on parle là. On vous sent agacé que la grande distribution vous présente tout le temps comme étant les profiteurs de guerre quelque part, hein, et vous accuse tout le temps d'être responsable de la hausse des prix. En fait, je trouve que c'est en fait stérile. Moi, j'ai pas envie de jeter la pierre à qui que ce soit. Je suis vraiment fondamentalement convaincu qu'on est embarqué dans une même galère, qu'on a des problèmes de pouvoir d'achat en face de nous, qu'on a des problèmes de rénovation de la consommation, qu'on a des problèmes de décarbonation de l'économie, et que c'est des problèmes qu'on a à régler ensemble, pas l'un contre l'autre. Alors j'ai l'air de faire boy scout quand je fais ça, mais j'y crois profondément. Est-ce que la grande distribution en a profité, par exemple, sur ses propres produits distributeurs ? Mais en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Moi, je suis pas là pour parler du business model de la distribution. C'est leur métier. Eux, leur métier, c'est de faire des marges sur certains produits et moins sur d'autres, et ça varie dans le temps. Aujourd'hui, il y a une pression considérable sur le panier MDD, sur les prix d'MDD. C'est normal qu'ils baissent les prix d'MDD. S'ils les financent en partie... Les marques distributeurs. Pardon, les marques de distributeurs. S'ils financent en partie cette baisse de prix sur les marques de distributeurs par une augmentation de leur marge sur les prix des marques nationales que je représente, je le constate, je dis c'est leur business, ça va peut-être pas me faire plaisir à terme, mais j'ai pas apporté de jugement là-dessus. C'est leur modèle, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Là, vous allez revenir à la table des négociations. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel type de produit il y a du grain à moudre, on peut justement tirer un peu les prix vers le bas? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée de Bercy, le sous-jacent, c'est de se dire, s'il y a des baisses de certaines matières premières qui rentrent dans les coûts des industriels et qu'on peut les restituer le plus vite possible en baisse de prix, en amélioration de pouvoir d'achat, il faut le faire. Donc en fait, c'est pour ça qu'on s'est focalisé dans le texte qui a été communiqué hier sur ce qu'on appelle des intrants, qui peuvent être des matières premières agricoles ou autre chose, qui auraient baissé de plus de 20% entre le moment où on a signé. C'est-à-dire mars et aujourd'hui. C'est ça, mars ou parfois début avril avec certains. Ah mais du coup, c'est un peu de la triche, parce que les prix ont beaucoup baissé avant, ils ont beaucoup baissé depuis août dernier, depuis l'été dernier. Donc, mais si c'est ça, ça a été intégré dans les négociations annuelles. C'est sûr, ça a été intégré dans les négociations annuelles. Bah, écoutez, on a parmi en face de nous les enseignes les plus dures au monde, les acheteurs parmi les plus durs au monde. S'ils ont laissé passer des trucs comme ça, je prie de m'excuser. Quels intrants ont vraiment baissé ces dernières choses? En fait, les deux sur lesquels on se focalise beaucoup aujourd'hui, c'est le blé et certaines huiles végétales, colza, tournesol, pas l'huile d'olive par exemple qui explose, mais les autres, oui. Donc c'est vrai que les produits massivement à base de blé, majoritairement à base de blé ou les huiles végétales, on peut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement des baisses dans le courant du mois de juin. Donc les pâtes, les gâteaux. Alors les gâteaux, le problème c'est que les gâteaux, vous avez une flambée du sucre et après,
il y a ce qu'on appelle les couvertures. Donc vous pouvez avoir des prix sur le sucre qui augmentent considérablement, mais qui ne sont pas reflétés parce que les industriels sont couverts. Donc ça, c'est possible. Donc du coup, même dans un biscuit, si effectivement vous arrivez à répercuter une baisse et à pas remettre des hausses, vous pouvez avoir des baisses aussi. On pourra faire des crêpes, quoi. De l'huile, de la farine et tout ça. Normalement, ça devrait baisser. Ouais. Bon. Merci beaucoup, Richard Panquio, directeur général de l'ILEC, d'avoir été notre invité. Là, vous nous avez bien éclairé d'ailleurs sur ces rapports de force entre grande distribution industrielle, les marges, les profits. Il ne faut pas confondre les deux notions, effectivement. Non, merci.